Voilà, bonjour à tous et donc bienvenue à cette 12e édition de Science on tourne. On va s'éloigner un petit peu aujourd'hui de nos préoccupations quotidiennes, prendre un petit peu de hauteur, aller dans l'espace et voir si l'espace, une question fondamentale, si l'espace fait encore rêver. Alors évidemment, on a beaucoup rêvé autour de l'espace. C'était il y a longtemps, c'était il y a 50 ans quand on a envoyé le premier homme dans l'espace. C'était il y a 40 ans quand on a posé pour la première fois un pas sur la Lune. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que l'espace est devenu un peu banal. On a envoyé plus de 500 astronautes dans l'espace. On a des satellites qui décollent quasiment toutes les semaines. Et donc, on va se demander si vraiment encore les jeunes générations rêvent d'espace, rêvent de voyages intersidéraux, rêvent d'apesanteur et de vue sur la Terre. Alors en tout cas, il y a une personne que ça fait encore rêver. C'est Alexandre Joly. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes artiste, l'auteur de la cacahuète spatiale qu'on peut admirer ici au Rolex Learning Center, derrière les vitres qui sont là-bas. Vous pourrez aller l'admirer tout à l'heure. Vous allez nous expliquer tout à l'heure un peu ce qui se cache derrière cette cacahuète spatiale. Et je pense que vous aussi, Claude Nicolier, l'espace vous fait toujours rêver. Bonjour. Bonjour, oui, bien sûr. Vous avez fait plusieurs voyages, 4 dans la navette spatiale. C'était dans les années 90. Encore aujourd'hui, on vous voit beaucoup, vous racontez ce voyage, vous faites rêver tout le monde avec cet espace. Et on va voir qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours, des projets assez fous, des projets presque utopiques, mais que l'espace, oui, selon vous, fait encore rêver d'une certaine manière. Absolument, oui. Alors on va en débattre de ce rêve de l'espace dans une première partie. Et puis dans une deuxième partie, c'est vous tous qui aurez la parole et qui pourrez poser toutes les questions qui vous titillent à nos deux invités. Mais peut-être, Alexandre Joly, pour commencer... vous avez fait une cacahuète spatiale. Ça sort du commun, une cacahuète spatiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros le concept de cette cacahuète spatiale ? Bon, avant d'avoir eu cette identité de vaisseau spatial ou satellite, fusée, c'est ouvert. On en fait ce qu'on veut. Chacun son interprétation. Voilà. Mais donc, avant de se retrouver ici, donc présentée comme telle, elle a été présentée et réalisée pour une autre exposition qui avait lieu à Bay, dans le Valais. Et elle était là, au milieu du paysage. Elle trônait à la verticale, comme plantée dans le paysage, un peu comme un météorite. Et puis peut-être que l'idée, là, c'est de la renvoyer d'où elle vient. Là aussi, c'est ouvert. Donc, on peut la prendre ici comme le début de l'histoire ou prendre l'histoire en cours si on me pose des questions. Et pourquoi la cacahuète ? Il y a un symbole de cette cacahuète derrière ? Vous avez une attirance particulière pour les cacahuètes ? Non, j'ai une attirance pour la forme en tant que... De la cacahuète. Des cacahuètes. Des cacahuètes. C'est toutes les mêmes. Je trouve que c'est une forme originale et intéressante. Une sorte de non-forme et qui évoque aussi beaucoup de dérision et de quelque chose qui vaut rien. Et puis, elle renferme aussi le symbole de l'infini, le 8. Donc, ça peut évoquer des idées dans ce sens-là. Mais vous aimeriez, parce que si on regarde cette cacahuète, elle est équipée d'espèces de 4 réacteurs. De 4 réacteurs fictifs. Vous aimeriez la faire voler ? Vous aimeriez la faire partir dans l'espace ? Non, je pense que j'aimerais l'idée, c'est de la faire partir dans l'espace, dans l'imaginaire de tout un chacun. Donc... après, dans la réalité, je préférais que quelqu'un me l'achète et l'expose dans son jardin. Ah, on est très pragmatique quand on est artiste. Ou un millionnaire qui a du terrain sur la Lune, ou pourquoi pas. Oui, je pense qu'il n'y a pas encore grand monde qui a du terrain sur la Lune. Claude Nicolier, cette relation art et science, on le voit, il y a des projets même ici à l'EPFL qui se développent autour de art et science. Art et espace, c'est quelque chose qui vous touche Oui, bon, lorsqu'on parle d'art, on parle de beauté, et quelque chose qui nous touche profondément. Eh bien, il y a beaucoup d'aspects de la recherche spatiale, que ce soit la forme des engins spatiaux eux-mêmes, les visions qu'on a depuis l'espace qui nous rapprochent de l'art, bien sûr. Et moi, je suis tout à fait pour cette incursion de l'art dans l'espace, mais je dirais plus spécialement sur les surfaces de corps célestes. Je verrais par exemple ces cacahuètes sur la Lune ou bien sur Mars. Dans un environnement, d'un habitat humain sur un de ces corps célestes, plutôt que dans l'espace, comme ça. Parce que dans l'espace, il y a très peu de gens qui pourraient en profiter, puis ça pourrait devenir rapidement un débris dans l'espace aussi. On essaie de les combattre, ces débris dans l'espace. Il faut que ce soit visible.
Donc je le verrais plutôt sur une surface d'un corps céleste comme la Lune ou Mars. Bon là, elle est visible, hein, elle est recouverte de couvertures de survie. D'ailleurs, les couvertures de survie, ces couvertures en mylar, ont été développées au départ pour le spatial, c'est juste? Ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai choisi ce matériau parce qu'on le retrouve dans les images qu'on peut voir comme un touriste sur Internet ou dans des livres. Voilà, ces feuilles sur les satellites qui se déploient. Donc, j'ai choisi ce matériau de manière naïve, mais Par voilà. hasard, et il se trouve que c'est un matériau utilisé dans l'espace, c'est juste ces couvertures de Bien survie. sûr, oui. Oui, bon, tous les matériaux ne résistent pas à l'environnement spatial du point de vue du rayonnement ultraviolet du Soleil, du bombardement de particules cosmiques, également dans la très haute atmosphère ou en orbite terrestre basse, on a de l'oxygène atomique et des ions oxygène qui ont tendance à oxyder des surfaces. Donc il y a certaines substances, comme typiquement le Kevlar ou le nylon, qui résistent mieux à l'environnement spatial. Donc il faudrait choisir les bons matériaux. Puis, je pense que la couleur dorée est aussi favorable parce que ça permet de réfléchir le rayonnement soleil. Tout ce qui est noir absorbe trop, ça devient très chaud dans l'espace lorsque c'est exposé au soleil. Donc je pense que ça conviendrait bien pour être placé sur la Lune ou sur Mars, aux environs d'une habitation. Ce sera un objet d'art qui serait très respecté et agréable. Est-ce que l'espace a fait rêver d'autres artistes? Est-ce qu'il y a eu des œuvres comme ça qui ont été amenées dans la station internationale ou dans la navette? Relativement peu. Il y a quelques objets d'art qui ont été amenés dans la station spatiale, mais je dirais pas que c'est un terrain extraordinairement fertile pour l'art. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher, d'une part, et puis je pense plutôt que c'est des objets qui doivent être exposés sur des surfaces planétaires ou des surfaces de satellites de planètes pour être bien visible, parce que lorsque ça flotte dans l'espace assis, c'est pas suffisamment visible. Il y a de la... Oui, pardon. Ça a inspiré beaucoup de cinéastes et de littérature, enfin, la science-fiction. Moi, quand je pense à l'espace, je pense tout de suite à 2001, l'Odyssée de Stanley Kubrick, mais qui fait rêver et qui fait peur. Oui, je dirais qu'il y a déjà la structure des engins spatiaux, que ce soit cette immense roue pour créer une gravité artificielle en orbite autour de la Terre. C'est l'époque où on pensait que pour une station spatiale en orbite autour de la Terre, c'était dans les années 60, il fallait une gravité artificielle. Entre-temps, on a réalisé que l'être humain s'adapte parfaitement bien aux conditions d'absence de pesanteur et que pour certaines expériences, on veut même un bon niveau d'absence de pesanteur. Mais je trouve que la beauté artistique de cette grande roue en orbite autour de la Terre est splendide dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Également le petit véhicule de Paname qui vient s'arrimer à la station spatiale. C'est un magnifique engin. Donc il y a certainement une valeur artistique. Claude Nicolier, vous parliez de débris dans l'espace. Effectivement, si on rajoute encore de l'art, on va rajouter des débris. C'est un vrai problème aujourd'hui, ces débris. Et l'EPFL est très impliqué d'ailleurs dans cette gestion des débris. Oui, c'est un vrai problème en orbite relativement basse, disons entre 200 km d'altitude, qui est l'altitude minimum pour avoir une orbite autour de la Terre. Tout ce qui est plus bas, il y a trop de freinage dû à l'atmosphère résiduelle et ça retombe rapidement. Entre 200 km et à peu près 2000 km d'altitude, oui, il y a beaucoup de débris et il y en a de plus en plus. Donc il faut faire quelque chose. Vous avez heurté des débris pendant vos vols? Non, mais on a fait plusieurs manœuvres d'évitement et ce n'est pas des manœuvres d'évitement au dernier moment. On ne peut pas dire que tout à coup on voit un débris, waouh, il faut tourner à gauche ou tourner à droite, non. Mais plusieurs orbites avant qu'on ait un rapprochement inquiétant avec un débris dont l'orbite était connue, typiquement un gros débris comme un satellite qui n'est plus fonctionnel ou un étage supérieur de fusée qui est resté en orbite. Plusieurs orbites avant qu'on ait ce passage inquiétant, parce qu'on prévoyait que ça allait être très proche, on faisait une manœuvre qui permettait de changer notre orbite et de rendre cette distance un peu plus grande. Mais un boulon qui traîne, un boulon ça, qui vous traîne, pouvez pas le détecter? Non, ça ne peut pas parce qu'il n'est pas suivi. On pouvait seulement éviter des rapprochements indésirables ou des presque collisions avec des objets qui sont suffisamment grands pour être suivis au radar et dont l'orbite est connue. Et un boulon qui traîne, ça serait grave sur la navette? Non, pas avec la navette, ça allait encore. La station spatiale peut résister à l'impact d'objets jusqu'à 2 ou 3 cm de diamètre en métal qui arrive à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde. Elle est protégée la contre. Si on a un objet qui est de la dimension du point, par exemple, là, ça pourrait faire des dégâts substantiels. Et il y en a. Heureusement, pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Alors Claude Nicolier, vous avez été 4 fois dans l'espace entre 1992 et 1999. Oui. Vous racontez beaucoup vos voyages à tout le monde, vous faites beaucoup de conférences. Qu'est-ce qui fait particulièrement rêver les gens quand vous parlez d'espace?
Disons, c'est un environnement qui est totalement magique. D'une part, à cause de l'absence de pesanteur. Si on imagine qu'ici à l'EPFL, dans ce Rolex Learning Center, on supprime la gravité et qu'on peut utiliser la totalité du volume et non pas être collé sur la surface du sol, c'est totalement ludique et agréable. On peut mettre les pieds au plafond, on peut mettre les pieds contre ces colonnes ou contre une paroi latérale. C'est un environnement extraordinairement attractif, l'absence de gravité. Il faut quelques heures pour s'y habituer. Une fois qu'on arrivait en orbite, il fallait quelques heures, voire peut-être au maximum 24 heures, jusqu'à ce qu'on soit vraiment accoutumé à l'absence de pesanteur. Il y a le mal de l'espace. Il y a un peu un mal de l'espace, mais on sait que ça passe rapidement. Donc voilà. C'est pas très agréable parce qu'il faut commencer à travailler quand on se sent mal, un peu comme si on a le mal de mer. Mais on sait que ça ne va pas durer longtemps. Donc on se réjouit du lendemain, parce que le lendemain, c'est vraiment le bonheur. Il y a d'une part cette absence de pesanteur, et puis il y a la vue absolument incroyable. Ça, vous en gardez un souvenir très fort, Ouais, cette vue de la Terre. C'est quelque chose, des images dans la tête qui ne s'effaceront jamais et qui sont splendides. Vous avez le temps, quand vous êtes dans la station, Bon, je n'ai pas été dans la station, c'était uniquement des des missions dans la navette spatiale. On avait relativement peu de temps, parce que les missions navette étaient, par définition, une navette, c'est un engin qui va quelque part et qui revient. Les missions navette étaient courtes, elles étaient extrêmement denses. C'était typiquement entre 8 et 15 jours de mission, pratiquement sans temps de libre, sauf à la fin de la journée. On avait, après 12 heures de travail, on avait de l'ordre de 1 heure à 1 heure et demie de libre avant d'aller se coucher. Et puis on dormait pendant 7 heures. Et puis après le réveil, qui était par de la musique qui venait de Houston, on avait de nouveau... Il y a de l'art, voilà. Oui, il y a de l'art musical, oui. Il y avait 1 heure à 1 heure et demie de temps de libre, y compris le petit déjeuner à brosser les dents, et ensuite on commençait le travail. Et ceci pendant entre 7 et 15 jours, donc c'était vraiment des missions extrêmement denses. Mais lorsqu'on avait un moment de libre pour regarder la Terre ou le ciel, et le mouvement rapide des étoiles dans le ciel, typiquement de l'ordre de 1 heure à 2 heures par jour, c'était des moments de grand bonheur. Oui. Et vous parlez de dormir. Vous rêvez à quoi quand vous dormez en apesanteur? En fait, le rêve, c'est plutôt pendant la journée, c'est pas pendant la nuit. J'ai pas de souvenir de rêve particulier que j'ai fait dans l'espace. Par contre, pendant la journée, pendant ces moments de libre, c'était véritablement un rêve. Alors, l'apesanteur, évidemment, ça doit être une sensation extraordinaire. Aujourd'hui, on peut le reproduire sur Terre avec des vols paraboliques qui deviennent commerciaux. Alors, c'est quand même 6 000 €. Oui, bon, c'est pas donné, mais on peut vivre cette apesanteur. Vous l'avez vécu quand vous avez fait vos entraînements? Oui, mais on faisait relativement peu d'entraînement dans l'avion 0G de la NASA. C'était un KC-135, un avion de ravitaillement en vol des forces aériennes américaines qui avait été transformé en avion 0G. On a fait un peu d'entraînement là-dedans, mais pas énormément. Finalement, tant qu'on est à l'intérieur de la cabine, l'absence de pesanteur, c'est une chose dont on s'accommode assez rapidement. On s'habitue, on développe des stratégies pour se déplacer d'un endroit à l'autre et pour être productif et efficace à l'intérieur de la cabine. Par contre, lorsqu'on sort dans l'espace avec son scaphandre pour des sorties extravéhiculaires, pour des interventions typiquement sur le télescope Hubble ou des satellites ou sur la station spatiale, lorsqu'il faut réparer, là, il faut s'accoutumer à travailler en absence de pesanteur avec le scaphandre en plus, et ça, on le fait dans l'eau, on le fait en piscine. Mais ce n'est pas une véritable apesanteur, parce que lorsqu'on ferme les yeux dans la piscine, on sait toujours où est le haut et où est le bas. Mais alors qu'en vol 0G, par exemple... Si on ferme les yeux, on n'a aucune idée où est le haut et le bas. On ne sait pas où est la Terre, on ne sait pas où est le Soleil. Toutes les directions sont équivalentes, on peut dire. Donc ça, c'est déjà accessible pour le grand public. Aller vraiment dans l'espace, comment on définit déjà l'espace? L'espace, il y a une limite d'altitude? C'est de l'ordre de grandeur de 100 km. Au-delà de 100 km, on considère que c'est l'espace. Et ça, on va pouvoir le faire touristiquement bientôt, vous pensez? Oui, bon, il y a plusieurs projets. Le plus avancé, c'est le projet de Virgin Galactic aux États-Unis. C'est Richard Branson, le CEO de Virgin Airways, de toutes les activités Virgin, au-delà de la compagnie aérienne, qui a mis sur pied avec des collègues américains une société qui va offrir effectivement des vols suborbitaux. Je dis bien suborbitaux dans le sens que avec un petit avion spatial suborbital qui sera transporté jusqu'à 10 ou 15 km d'altitude par un avion porteur. Il séparera, il allumera son moteur fusée et il montera jusqu'à une altitude d'environ 80 km sous la poussée de son propulseur. Et ensuite, on coupera le propulseur et pendant de l'ordre de 4 à 5 minutes, pendant la phase haute de la trajectoire, qui va lui permettre de monter un petit peu au-delà de 100 km, c'est-à-dire d'aller dans l'espace, mais juste de toucher l'espace, eh bien, on aura absence de pesanteur pendant ces quelques minutes.
Et après, il y aura la phase de rentrée dans l'atmosphère où on aura de nouveau l'accélération de 3 à 4G avant de venir en vol plané se poser sur une piste aux États-Unis dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc ça sera offert d'ici l'année prochaine pour des, entre guillemets, pour des touristes ou plutôt pour des non-astronautes, je dirais. Fortuné. Oui, De surcroît. ça coûte de l'ordre de grandeur de 200 000 $. Donc c'est moins cher que les excursions faites dans le Soyuz par quelques millionnaires ces dernières années. Mais On est plutôt dans les 40 millions de dollars pour ça. Non, là c'était 20 millions au début, c'est monté jusqu'à 30 millions, mais ça c'était des vols orbitaux qui évidemment sont beaucoup plus chers. Et ça n'a rien à voir. Vous qui avez vécu le vol disons, les vols orbital, suborbitaux nous permettent de toucher l'espace, de jouir de quelques minutes d'absence de pesanteur, de voir le ciel noir, de voir la Terre depuis très haut. Ronde. On voit certainement la rotondité de la Terre, mais c'est évidemment un vol spatial de courte durée. Mais pour ceux qui ont envie de toucher l'espace et de vivre l'apesanteur pour quelques minutes, eh bien c'est une possibilité qui sera offerte dès l'année prochaine. Virgin Galactic est la première société qui l'offrira, mais il y en a d'autres encore. Il y a la société Excor, par exemple, qui développe un petit planeur hypersonique qui s'appelle le Lynx et qui offrira le même type de prestation depuis Curaçao. Et dans puis, les Caraïbes. Même une société suisse, on l'a appris il y a quelques semaines, qui voudrait aussi développer une petite navette qui pourrait partir de Payerne presque. Ou qui Oui, serait effectivement. fabriquée à Payerne en tout Bon, cas. ça, ce sera une phase suivante de ce projet de Swiss Space Systems, qui S3. tout d'abord développera un moyen d'accéder à l'espace pour des satellites de relativement petite dimension et de faible masse par un engin spatial qui sera non habité, mais il est question de faire dans un deuxième temps une version habitée de cet engin spatial qui pourrait faire un peu ce qu'offrira très bientôt Virgin Galactic. Alexandre Joly, vous partiriez dans un de ces vols suborbitaux comme ça, ou même un vol spatial? Je sais pas, mais en tout cas, il y a 3 jours, j'ai fait, je crois, une sorte de rêve de vol orbital où j'étais dans un énorme avion qui devait venir s'amarrer ou, je sais pas, venir se coller par-dessous à un plus gros avion. Et c'était d'une angoisse infernale. J'avais la vision depuis le hublot et je voyais les nuages défiler comme si c'était une apocalypse. Enfin, c'était vraiment angoissant. Et finalement, on y est arrivé et je me suis retrouvé dans une sorte de vaisseau circulaire et qui allait encore encore plus vite. Mais là, j'ai plus d'images bien précises. Ouais. Claude Nicolier, c'est angoissant ces décollages de navettes? On ressent un peu la même chose qu'a ressenti Angoissant, Alexandre c'est peut-être Joly. pas le bon terme. On est quand même vaguement inquiet. Disons, c'est une énergie absolument énorme qui est déployée en relativement peu de temps pour nous amener à cette vitesse de 28 000 km à l'heure en l'espace de 8 minutes environ. Donc effectivement, toute la montée en orbite, c'est un moment qui ne passe pas inaperçu, je dirais. Et je dirais pas que c'est angoissant, on n'a pas véritablement peur, mais on est vaguement inquiet quand même. Parce Bon, vous êtes hyper préparé. il y a relativement peu de marge, en fait. Si les choses dérivent, elles dérivent rapidement et de façon catastrophique. On l'a vu avec Oui. quelques explosions de la navette, oui. malheureusement. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait de sortir de la navette avec le scaphandre. Et donc une autre approche de la sensation d'être en apesanteur, mais sans le... Enfin, donc là, on est... Dans l'espace à proprement parler. Est-ce que ça réveille une angoisse comme quand on fait de la plongée ou tout d'un coup, s'il y a un décrochement d'une Non, falaise, pas véritablement, mais noir il faut s'y préparer mentalement. Et je me rappelle qu'avant ma sortie extravéhiculaire, qui était le 23 décembre 1999, Ça marque, pour les travaux sur le télescope Hubble, évidemment, on est dans son scaphandre, un satellite de la Terre qui vole en parallèle avec la navette spatiale ou le télescope Hubble qui était accroché à la navette. Et puis il faut toujours rester arrimé soit au télescope par des mains courantes ou bien à la structure de la navette. Si on se détache tout à coup, on vient sur une trajectoire qui est indépendante de la trajectoire de la navette et on va s'en écarter sans la possibilité de revenir. On ne peut pas nager dans l'espace, on peut dans l'eau, mais on ne peut pas nager dans l'espace, on peut faire ces mouvements, ça ne changera pas du tout notre trajectoire. Donc là, je dirais qu'il y a toujours cette nécessité de se concentrer sur ce qu'on fait et de toujours rester accroché à la structure. Non, mais vous avez une corde quand même. On a une corde, oui, mais on Ouais. cherche à ne pas l'utiliser. Si toutes les 2 minutes, on se détache et puis il faut utiliser la corde pour revenir vers sa place de travail, ça passerait mal vis-à-vis de la responsabilité que nous avons d'accomplir quelque chose de productif pendant la sortie extravéhiculaire, vis-à-vis de l'équipe seule aussi. Donc on a toujours cette nécessité de rester accroché, mais on n'a pas besoin de rester accroché
en se tenant fermement. On peut se tenir avec 2 doigts seulement. On peut même se détacher un moment. Je me rappelle l'avoir fait d'ailleurs. Je me suis dit comme ça, je suis un satellite de la Terre qui est indépendant de la navette, sauf que j'avais mon filet de sécurité qui restait accroché, mais je pouvais presque l'oublier mentalement. On peut se détacher, il faut simplement pas se pousser. On peut se détacher, puis on peut se raccrocher à nouveau, se détacher. Donc on est à ce moment-là sur une trajectoire qui est parallèle à la trajectoire du vaisseau spatial, liée par le filet de sécurité, mais encore une fois, on peut l'oublier. Mais il ne faut surtout pas se pousser. Dans ce cas-là, on passe sur une trajectoire différente et on va s'écarter du vaisseau spatial. Le filet de sécurité nous permet de nous sauver malgré tout, mais on cherche encore une fois à éviter de l'utiliser. Alors, le rêve de l'espace, on peut aller un petit peu plus loin. On parle de l'orbite basse ici. On était sur la Lune dans les années 70. On n'y est jamais retourné. En tout cas, l'homme n'y est jamais retourné. On a un besoin d'aller plus loin. On va aller plus loin bientôt que la Lune. Je crois que le rêve de l'espace, il a toujours existé. L'espace, si on regarde des gravures de la fin du 19e siècle, l'époque de Jules Verne aussi, de la Terre à la Lune, il y avait déjà ce rêve de l'espace. Et il est toujours présent. Il est évident que le rêve correspond de plus en plus aux endroits où on n'a pas été. Je pense que le rêve de l'espace, de l'orbite terrestre basse, il a peut-être un petit peu disparu parce qu'on a des images et puis des tweets qui viennent constamment de la station spatiale. Donc ça devient presque la banlieue terrestre maintenant. La Lune reste encore un rêve parce qu'il y en a très peu qui ont été et ça reste un monde totalement magique. Mais je pense qu'il y a des rêves qui se sont déplacés vers l'extérieur en direction des planètes et des satellites de planètes dans le système solaire, typiquement Mars, des satellites de Saturne ou de Jupiter. C'est ça le véritable rêve de l'espace. Et ce rêve d'ailleurs est vécu pas seulement par des astronautes potentiels, mais aussi par des opérateurs de robots sur la surface de Mars. Ces opérateurs de la NASA au Jet Propulsion Laboratory en Californie qui pilotent ces petits robots sur la surface de Mars, lesquels robots renvoient des images. Là, c'est la vision d'un rêve qui est vécu par ces employés de la NASA qui pilotent des robots sur la surface d'autres planètes. Alors Mars, justement, on en parle énormément. Il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il n'y ait pas un nouveau projet qui naisse pour envoyer un homme sur Mars. On va le faire. C'est demain, c'est dans 20 ans, 30 ans, 100 ans. Oh, c'est pas demain. Bon, il y a d'une part un projet de la NASA, mais c'est une agence gouvernementale, la NASA, avec énormément de talents et de compétences. Le passé l'a bien montré, les capacités de la NASA, mais les choses vont relativement lentement, parce que c'est une organisation gouvernementale. Alors, il y a entre-temps des privés fortunés qui sont en train de lancer des projets d'exploration habitée de Mars pour y arriver avant la NASA. Et avec des règles éthiques et humaines qui sont un petit peu différentes. N'est-ce pas? On ne pourrait pas imaginer que la NASA envoie un équipage sur Mars pour une simple course. Par contre, des privés peuvent se permettre de le faire. Ils ont d'ailleurs fait un appel à candidature des Néerlandais il y a quelques semaines. Il y a un appel à candidature pour un projet qui s'appelle Mars One, où effectivement 80 000 candidatures. Oui, ils cherchent des candidats pour ce vol vers Mars qui serait en 2023, donc dans 10 ans. Entre-temps, il y a un autre projet qui s'appelle Inspiration Mars, lancé par Dennis Tito, qui était un touriste spatial américain, qui a des moyens, qui veut lancer un vol vers Mars, mais un passage au plus près de Mars et un retour vers la Terre en 501 jours, ceci en 2018, donc dans 5 ans, pour 2 personnes. Sans se poser sur Mars. Sans se poser sur Mars. L'idée, c'est de faire un flyby, de passer à côté de Mars, de voir Mars tout près, la grosse planète rouge. Il y aurait également une déviation due à l'attraction gravitationnelle de Mars. La durée de la mission totale serait de l'ordre de 501 jours, donc 1 année et demie, dans une cabine relativement petite. Donc, il faut le vouloir. Ce sera une grande aventure, il est vrai, mais ce ne sera pas le grand confort. Et il voulait mettre un couple. Il voulait un couple, ça, faut encore plus le vouloir. Bon, il y a ces projets qui... Et je pense que c'est très sain, cette idée que maintenant des privés se mettent à imaginer et puis mettre sur papier, et puis également financer des moyens d'exploration de l'espace au-delà de ce que fait la NASA, avec tout le respect qu'on a pour ce que fait la NASA et les autres agences spatiales comme l'ESA, l'agence spatiale russe et d'autres. Mais il y a des privés maintenant qui sont en train de monter, si on peut dire, et de proposer des projets alternatifs en relativement peu de temps. Ces voyages vers Mars qu'on peut imaginer, on n'est plus dans l'orbite basse, on ne peut pas revenir si on a un problème, on est exposé à des rayons cosmiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait résoudre tous les problèmes médicaux qui pourraient se poser si on faisait un voyage vers Mars? Non, mais on est en train d'y penser, bien sûr.
bon, pour le voyage qui ne se poserait pas sur Mars, donc c'est Inspiration Mars pour dans 5 ans. Il est évident que si on a un problème médical pendant ce voyage, si c'est, je dirais, 3 mois après le départ, le voyage jusqu'à Mars durant à peu près 8 mois. Si 3 mois après le départ, on a un problème médical sérieux, ben, ma foi, il faudra le résoudre au mieux. Parce qu'on ne peut pas faire demi-tour et revenir. On ne peut pas faire demi-tour et revenir. Donc il faut que le problème soit traité sur place au mieux, avec l'aide de médecins au sol qui donneraient des conseils. Je ne sais pas quel sera le contenu du medical kit, comme on l'appelle, à bord. Tout ça, c'est des problèmes à résoudre, mais il est évident que l'équipage est exposé à des problèmes potentiels médicaux qui seraient difficiles à traiter. Et ce projet où on irait se poser sur Mars sans retour, ça c'est quelque chose que vous pourriez faire l'un et l'autre en sachant que vous ne revenez pas. C'est une idée assez ancienne finalement, l'idée du voyage simple court vers Mars. Il se révèle qu'une mission habitée vers Mars avec un retour est beaucoup plus compliquée et chère qu'une mission simple course. Parce qu'il faut du carburant, il faut emmener le carburant pour revenir, au départ de la Terre pour revenir de la surface de Mars vers l'engin spatial qui serait en orbite autour de Mars, qui serait une étape, si on peut dire, avant de revenir vers la Terre, ou alors trouver sur Mars le carburant ou fabriquer le carburant sur la surface de Mars pour le retour, si c'est du méthane, par exemple, du CH4, en emmenant quelques tonnes d'hydrogène sur la surface de Mars, on pourrait fabriquer du CH4, qui serait le carburant pour revenir. Ça, c'est un des concepts qui a été proposé. Mais la mission aller-retour sur Mars est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus cher qu'une mission simple course. C'est la raison pour laquelle on pense tout d'abord à la mission simple course, qui, encore une fois, peut être proposée par des privés. Si la NASA elle-même proposait une mission simple course vers Mars, étant donné qu'elle a un élément de responsabilité vis-à-vis des taxpayers, de ceux qui payent par leurs taxes et programmes gouvernementaux, ça passerait moins. Mais un programme spatial privé peut se permettre presque n'importe quoi, je dirais. Mais vous n'avez pas répondu. Vous le feriez ? Moi, je le ferais. J'ai un âge tel que je pourrais me permettre de le faire, oui. Si j'avais 20 ans, je pense que je dirais peut-être pas, mais à mon âge, je le ferais, oui. Et vous, Alexandre Joly ? J'attendrai la téléportation. Ah, c'est le voyage qui vous embête, c'est pas de ne pas revenir. Et le manque de confort dans le... Ou un cockpit de luxe. Ouais. Mars, c'est une chose. On peut imaginer d'aller encore plus loin, d'autres dans le système solaire et même au-delà du système solaire. Je pense que le système solaire est relativement accessible par des moyens habités dans les 100 ans qui suivent, ou ce siècle, on peut dire. Bon, on n'ira pas forcément jusqu'à Neptune, qui est la dernière planète du système solaire. Au-delà, il y a encore d'autres objets comme Pluton ou des noyaux de comètes. Au-delà, le nuage de Oort, encore beaucoup, beaucoup plus loin. Je ne pense pas qu'on ira si loin, mais le système solaire est accessible par des moyens habités d'ici quelques décennies ou quelques siècles, on peut dire. Au-delà du système solaire, je n'y crois pas. Les voyages interstellaires en direction de Alpha du Centaure ou bien de planètes extrasolaires qui demandent qu'on est en train de découvrir en masse, qu'on découvre en très grande quantité, mais des voyages humains vers des objets au-delà du système solaire. Personnellement, je n'y crois pas, en tout cas pas ces prochains siècles, peut-être dans quelques millénaires, pourquoi pas. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas non plus dans l'autre sens, que d'éventuelles civilisations extraterrestres auraient pu nous rendre visite ? N'est-ce pas, on ne peut pas tellement prévoir ce qui se passera dans quelques siècles, quelques milliers d'années ou quelques dizaines de milliers d'années. On est totalement incapable de prévoir ce qui se passera. Donc, étant donné que nous, en tant qu'espèce vivante sur la surface de la Terre, ayant atteint un certain niveau de technologie et de besoin d'exploration, nous explorons l'espace. Donc, si on croit à la vie au-delà de la surface de la Terre, eh bien, on peut très bien imaginer qu'on soit un jour visité. Par contre, les lieux possibles où il peut y avoir de la vie dans l'univers sont extraordinairement éloignés les uns des autres. Il y a une très grande diffusion de la vie. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers. Par contre, elle est extrêmement distribuée à des distances extrêmement grandes d'un lieu où la vie peut se développer à un autre. Donc, les visites sur le plan physique sont extraordinairement difficiles, mais pas impossibles. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci pour toutes vos explications. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, s'il y a des questions maintenant parmi vous, n'hésitez pas à les poser. Marina a un micro, elle se balade. Pas de questions. Voilà, là-bas.
Les projets des privés que vous avez dit, comme Mars One, est-ce qu'ils sont possibles techniquement dans la décennie qui vient? Eh bien, les équipes qui ont mis ça sur pied sont en train d'étudier la faisabilité. Il n'y a pas de raison a priori que ce soit techniquement impossible. Du point de vue des fusées disponibles, que ce soit des fusées du type Atlas 5 ou Titan, ou des engins spatiaux qui seraient envoyés en direction de Mars, on pense que d'ici 5 ans pour un fly-by de Mars, donc un vol en direction de Mars mais sans se poser, et d'ici 10 ans pour un engin qui se pose sur la surface de Mars, ça paraît techniquement possible. Et le coût? Le coût sera considérable, ce seront évidemment des milliards, sinon des dizaines de milliards de dollars, il n'y a pas de doute, mais il ne faut pas oublier que tous ces coûts, c'est des places de travail aussi. Donc on a souvent tendance à penser, lorsqu'on parle du coût d'un projet spatial, que c'est de l'argent qui s'évapore dans l'espace. Non, c'est essentiellement des places de travail. Et des places de travail très valorisées, on peut dire. Bonjour. Vous avez parlé des problèmes de carburant pour revenir de la planète Mars. Est-ce qu'il y aurait d'autres techniques de carburant pour revenir? Typiquement, certaines sondes qui sont parties loin dans l'atmosphère, dans le système solaire, on a utilisé des techniques radioactives ou... Oui, bon, le système de propulsion qui est utilisé essentiellement aujourd'hui, c'est la propulsion chimique, typiquement oxygène liquide, hydrogène liquide, ou bien kérosène et oxygène liquide, comme la fusée Soyouz par exemple. On a d'autres possibilités, d'autres moyens de propulsion, typiquement ce qu'on appelle la propulsion ionique ou électrique, où on accélère dans un champ électrique des particules chargées dans la chambre entre guillemets, de chambre de combustion, si on peut dire. Et, par la grande vitesse obtenue par ces particules, on a une poussée relativement élevée, puis surtout on a une très grande efficacité du système de propulsion. C'est un système de propulsion qui peut être utilisé dans l'espace. Par contre, il ne permet pas de quitter la surface de la Terre parce que les poussées qui sont obtenues par des propulseurs ioniques ou électriques ne sont pas suffisantes. On a testé dans les années 60 des propulsions nucléaires aussi, mais sans grand succès. Donc pour l'instant, pour quitter la surface de la Terre, il semble qu'il faut du chimique, en tout cas pour ces prochaines 2 décennies, on peut dire. Par contre, une fois qu'on est dans l'espace, on peut utiliser une propulsion plus efficace qu'une propulsion ionique. Et ça, les gens y travaillent aussi. J'ai même un collègue astronaute américain, Franklin Chang Diaz, qui a développé un système de propulsion ionique à impulsion spécifique variable ou à poussée variable qui permettrait de raccourcir la durée du voyage vers Mars avec des quantités de carburant qui sont encore acceptables. Donc on y travaille toujours et encore là-dessus. Pour l'instant, c'est le chimique, avec éventuellement propulsion ionique dans la phase spatiale du voyage. Par contre, il y a encore des développements qui sont en train d'être faits et peut-être qu'on arrivera à des meilleures solutions dans le futur. Et s'il fallait redécoller de Mars, on a le même problème que sur Terre, le moteur on a le même ionique problème, ne bien que fonctionne le pas. puits gravitationnel de Mars est évidemment beaucoup moins profond que le puits gravitationnel de la Terre, mais malgré tout, il faut quitter la surface de Mars et ça coûte pas seulement de carburant. Donc il faut le prendre avec encore. Il faut le prendre avec Ou le fabriquer. Ou le fabriquer sur place. On Je dirais sait que ça si on pourra? L'idée de le fabriquer sur place, c'est une idée extrêmement attractive, je dirais. Typiquement, si on a du CH4, le C, il y en a tout plein du carbone. Sur Mars, étant donné que l'oxygène est du CO2, on peut chimiquement séparer le C et le O2. Le O2, on en a besoin pour la respiration. Et puis également comme comburant pour le système de propulsion pour quitter la surface de Mars et revenir vers la Terre. Et puis avec le C, si on amène du H, il y a relativement peu de H, il y a peu d'hydrogène sur Mars, mais on peut l'amener, c'est très léger l'hydrogène. Et si on amenait quelques tonnes, de l'ordre de grandeur de 6 tonnes d'hydrogène sur Mars, on aurait suffisamment d'hydrogène pour fabriquer assez de CH4 pour permettre le retour vers la Terre. Mais du H, il y a de l'eau sur Mars, on ne pourrait pas le récupérer de l'eau? Oui, on pourrait effectivement, mais... il faut de l'énergie de nouveau, donc... Non, l'énergie on l'a parce qu'il y a l'énergie du soleil. Okay. Il reste quand même suffisamment de rayonnement solaire à la distance qui sépare Mars du soleil pour qu'on puisse utiliser des panneaux solaires. Mais il n'y a pas énormément d'eau sur Mars, c'est ça. Donc il n'y en aurait pas suffisamment pour créer assez d'hydrogène, pour le combiner avec le C du CO2 de l'atmosphère de Mars pour permettre le retour.
Alors, on entend que... Où est la question? C'est Ah moi. voilà. On entend que Claude Nicolier, en tant qu'astronaute, astrophysicien, peut rêver de l'espace. Donc, il a des rêves. Et je dirais que les astronautes, ce sont ceux qui rêvent l'espace. Et c'est assez formidable de voir un scientifique qui rêve. Et puis, j'aimerais m'adresser à Alexandre Joly et puis lui demander en quoi la science spatiale peut le faire rêver dans son travail de la cacahuète spatiale, mais peut-être aussi dans ses autres travaux. Est-ce que la science fait rêver un artiste? Un petit peu comme on en a parlé au début, c'est-à-dire l'imagerie qu'on nous offre, que ce soit de l'espace ou des mondes microscopiques, de la physique, la science fait rêver. Moi, j'ai un souvenir d'une bande dessinée des Schtroumpfs, le Cosmo Schtroumpf. C'est une histoire incroyable qui fait rêver. Donc, en fait, je crois qu'il en faut peu pour rêver. Enfin, je le souhaite à tout le monde, mais donc ouais. Et en fait, n'y connaissant pas grand-chose en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de matière à rêver parce que je suis libre de l'interprétation et du voyage que j'ai envie de faire avec. Et je crois très fort aussi à des voyages cosmiques qu'on peut faire sans partir dans l'espace. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais... Je pourrais rajouter quelque chose peut-être. Je peux vous dire, honnêtement, mes voyages dans l'espace ont été dans la banlieue terrestre. C'était en orbite relativement basse autour de la Terre. Mais il y a des moments pendant mes missions spatiales où je me disais, Claude, est-ce que tu es en train de rêver ou est-ce que la réalité? La splendeur du spectacle était inimaginable. Vous êtes en dessous de la surface de la Terre de nuit, il y a des orages en dessous de vous, vous voyez des étoiles filantes passer en dessous de vous. Et puis, ce qui m'a bouleversé aussi, dans le sens positif, c'était la rapidité du déplacement des étoiles dans le ciel. Je me rappelle de lever d'Orion. On regardait en direction de notre mouvement, c'est-à-dire en direction de l'Est, et on voyait la constellation d'Orion qui se levait rapidement dans le ciel. C'était absolument incroyable. Donc pour ceux qui sont sensibles à la beauté de la Terre, vue de l'espace, mais également aux beautés du ciel, c'est le cas pour moi, j'ai toujours été attiré par le ciel, c'était d'une splendeur inimaginable. Je me disais, Claude, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? Et puis des couchers de soleil 15 fois par jour. Ça, 16 pour les fois par amoureux, jour. 16 fois par jour. Ça, c'est bien. Oui, on fait le tour de la Terre en 1h30, donc il y a 16 fois 1h30 par 24 heures. Donc effectivement, le soleil descend vers l'horizon et se couche en 20 secondes seulement, et on passe en 20 secondes du jour complet à la nuit complète. C'est complètement sombre, et tout de suite on voit les étoiles s'allumer dans le ciel. Tant que le soleil est au-dessus de l'horizon, on ne voit pas les étoiles, elles sont là, mais on ne les voit pas parce que l'œil n'est pas... est sur le mode jour, on peut dire, et pas sur le mode nuit. Par contre, le soleil se couche, on passe assez rapidement au mode nuit, et on voit les étoiles qui se déplacent rapidement dans le ciel. C'était incroyable, véritablement un rêve. Et c'était seulement en orbite basse autour de la Terre. Les rêves qui attendent les astronautes qui vont aller vers Mars, vers les satellites de Jupiter ou de Saturne, ils seront d'une dimension inimaginable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour. Vous avez évoqué les problèmes concernant le retour de Mars, mais advenant un voyage simple court, est-ce qu'on a pensé aux enjeux techniques pour faire nourrir et respirer les habitants, et ce, pour quelle période de temps? On s'en fiche, du moment qu'ils ont posé le pied. Non, ben disons, pour le voyage simple course, l'idée, c'est pas d'avoir une mission suicide. L'idée, c'est d'avoir une mission telle que les astronautes qui arriveront sur la surface de Mars peuvent vivre une vie raisonnablement saine, physiquement et psychiquement, de façon qu'ils puissent vivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à fin de vie, n'est-ce pas? Je ne sais pas, typiquement de l'ordre de 80, 90, une centaine d'années, et qu'ils vivent et qu'ils meurent de façon naturelle et non pas pour avoir été bombardés par des rayonnements cosmiques. Par exemple. Ce ne serait pas acceptable. Ce serait dans ce cas-là une mission suicide. Donc tout va être mis en place de façon à maximiser la probabilité d'une vie longue, équilibrée et normale sur un autre corps céleste que la Terre. Typiquement, probablement que la résidence des astronautes sur la surface de Mars ne sera pas en surface, mais sera probablement à l'intérieur
pour être protégé contre le rayonnement cosmique. Malheureusement, Mars n'est pas très bien protégé contre le bombardement de rayonnement cosmique, contrairement à la Terre, à cause de la magnétosphère terrestre. Donc là, il faudra prendre des mesures de façon à éviter ce trop fort bombardement de rayonnement cosmique. Une dernière question. Non. Bon, bah, s'il n'y en a pas, je vais juste vous présenter quelques livres reliés un petit peu à ce sujet. Un livre plutôt technique, on va dire, sur la Suisse, l'Europe et l'espace, parce que oui, la Suisse est très active dans l'espace à travers l'Agence spatiale européenne, à travers vous aussi, Claude Nicollier. L'espace du rêve à la réalité, de nouveau, ce qui est devenu l'espace européen. L'Europe n'était pas très présente au départ dans la conquête spatiale, c'était surtout les Russes et les Américains. Aujourd'hui, elle l'est de plus en plus, et donc ça résume un petit peu tous les projets ambitieux européens liés à l'espace. Et puis un roman, Taux Zéro, qui alors là par contre rejoint ce qu'on avait dit sur les missions vers Mars, à savoir des missions sans possibilité de retour. Là c'est l'idée d'un voyage interstellaire sans possibilité de retour. Peut-être que ça se fera un jour. Et un ouvrage auquel vous avez participé, Claude Nicollier, Aux portes du cosmos, qui résume un petit peu toute l'aventure spatiale que vous avez vécue. Voilà, Claude Nicollier, Alexandre Joly, merci beaucoup pour toutes vos explications et merci de nous avoir fait rêver au cours de ce Science on tourne. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain Science on tourne dans à peu près un mois. Voilà, merci beaucoup encore. Merci.